Salut à tous, je me trouve aujourd'hui à Bratislava pour le dernier jour de la Polyglot Gathering. Donc si vous ne connaissez pas encore, c'est un rassemblement qui se tient cette année encore en Slovaquie autour des langues, de leur apprentissage. Et aujourd'hui je rencontre un ami à moi qui s'appelle Emmanuel. Salut à tous. Emmanuel, qui donc est spécialisé, qui a une passion pour les caractères chinois, japonais, enfin bref les caractères qui viennent du chinois. Donc tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es Voilà, alors ouais. Salut à tous, moi c'est Emmanuel, donc je suis en fait ingénieur en informatique, développement logiciel de profession, mais je suis aussi polyglotte et passionné par les langues bien sûr, et particulièrement par les langues asiatiques, donc tout ce qui est chinois, japonais, coréen en particulier. Et donc j'ai créé un outil qui s'appelle CJKV Dict, donc CJKV Dict pour dictionnaire, qui permet en fait de chercher les mots dans les langues asiatiques, donc c'est-à-dire en chinois, japonais, coréen et vietnamien, qui s'écrivent avec donc les mêmes caractères chinois, même quand ils n'ont pas forcément la même signification, qui s'écrivent de la même manière. Voilà. Ok, et donc ouais, tu nous as présenté ce matin ton application. Voilà, tu as eu l'immense gentillesse de me passer ton bouquin qui s'appelle les caractères. Tiens, tu peux me le dire en anglais. Je le dis très bien, donc c'est Traditional Chinese Characters, a Translingual Writing System. Donc voilà. Donc en fait, vous pouvez voir ici, donc c'est ce que je disais. Donc ces deux caractères qui veulent dire caractère chinois en chinois, qui se prononce donc kanji en japonais, hanzi en chinois et hanja en coréen. Donc voilà, c'est un exemple de ce qu'on était en train de dire. De toute façon, tout ce qui est application, même le livre, si ça vous intéresse, je mettrai le lien dans la description, comme ça vous pourrez voir. Parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui me suivent et qui apprennent le japonais, le coréen, le chinois, bref, les langues asiatiques. Alors, bon, je vais peut-être te laisser en parler plus. Ces fameux caractères chinois, ils sont plutôt dans quelle langue ? Alors en fait, à la base bien sûr ils viennent de Chine, du chinois ancien, donc du chinois classique qui était parlé il y a plus de 2000 ans. Mais en fait au fil des siècles ils ont été importés donc en Corée, au Japon et au Vietnam. Et donc tous ces pays-là en fait font partie d'une région qui s'appelle la sinosphère. Et donc c'est l'ensemble des pays qui utilisent ces caractères pour leur système d'écriture. Ok, donc, et c'est vrai qu'à partir du moment où on va apprendre le japonais ou le chinois, on est obligé. Bon après, j'avais déjà mentionné une fois, je me souviens dans un article, le fait que les caractères apparaissaient en vietnamien. Quelqu'un m'a dit non, ça ne fait plus maintenant. Donc c'est vrai que c'est plutôt dans les chroniques anciennes, des choses comme ça. Alors en fait oui, c'est-à-dire qu'il y a eu des réformes en fait au niveau du système d'écriture en Corée et au Vietnam qui ont fait que les caractères chinois ne sont plus utilisés, disons, dans la vie quotidienne. Mais si vous voulez approfondir vraiment votre apprentissage du coréen et du vietnamien, je vous conseille quand même d'apprendre les caractères chinois parce que vous aurez une meilleure compréhension de l'étymologie. Et je crois quand même que les caractères, on va dire sino-coréens, les hanja, c'est utilisé parfois, je crois, dans des ouvrages scientifiques, des choses comme ça, non ? Oui, c'est vrai. Alors ce qu'ils font en fait en Corée, c'est qu'ils les écrivent entre parenthèses après un mot sino-coréen pour justement un peu le spécifier la définition, tout ça. Quand il peut y avoir une ambiguïté et un mot donc un homonyme, c'est-à-dire un mot qui veut dire la même chose mais qui s'écrit en fait totalement différemment en caractère. Donc c'est vraiment pour séparer cette définition. Ok. Et par contre, si on va apprendre le chinois et le japonais, là c'est incontournable. On ne peut pas passer à côté. Le japonais, ce serait même un handicap de ne pas les apprendre. Tout à fait, oui, parce qu'en japonais, en fait, il y a encore plus d'homonymes, c'est-à-dire de mots qui ont le même son et qui s'écrivent différemment en kanji, donc on ne peut pas passer à côté. Ouais, parce que moi, c'est pareil avec le chinois. C'est une difficulté que je rencontre. Bon, le chinois, je ne sais pas trop, mais bon, il y a les tons peut-être qui différencient un peu plus. Moi, ce que je remarque, c'est qu'en japonais, il y a énormément de mots, souvent 2 syllabes, qui viennent du chinois, qui se ressemblent tous. Voilà. Et si on n'a pas les caractères, honnêtement on les mélange. Exactement. Et même quand on parle japonais de temps en temps, on est obligé d'expliquer de quel mot on parle, c'est-à-dire en disant là je parle de ce mot-là avec ce caractère-là et ce caractère-là. Même avec le contexte, les japonais peuvent se poser la question. De temps en temps, si on veut préciser un peu. Alors, dans 99% des cas, il n'y a pas besoin, parce que avec le contexte de la phrase, en général, ça passe. Mais si on veut vraiment préciser, ça peut être utile. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir en japonais à dire c'est ce mot-là dont je parle avec ce kanji-là et ce kanji-là. Et qu'est-ce qui t'a amené à un moment à te poser la question qui est quand même très pertinente de te dire
voilà, ces langues utilisent ces caractères, et plutôt que faire les caractères chinois d'un côté, les caractères japonais, essayer de créer des passerelles pour apprendre plus facilement et démystifier ces langues. Qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette réflexion? C'est une très bonne question, parce qu'en fait on parle souvent de caractères chinois d'un côté, de kanji de l'autre, mais en réalité c'est le même système d'écriture. C'est comme si on disait l'alphabet français, l'alphabet anglais, l'alphabet allemand. Au final, ce sont les mêmes lettres. C'est juste qu'elles ont été adaptées, bien sûr, pour écrire chaque langue. Voilà, il y a quelques variations. Mais au final, ça provient de la même origine. Et donc, on s'en rend compte de toute façon quand on apprend le chinois, le japonais, le coréen, qu'il y a beaucoup de similitudes entre le vocabulaire de ces trois langues. Ouais, ce qui est pratique, parce que je me suis déjà retrouvé dans des aéroports en Chine. Oui. Et il y a des caractères. Bon, j'avais aucune idée de comment ça se prononçait, mais au moins je savais où était l'entrée et la sortie. Exactement. Voilà, oui. Alors l'entrée et la sortie, c'est un très bon exemple. Donc en japonais, c'est iriguchi pour entrer et deguchi pour sortie. Et donc c'est le même mot, c'est rukou et chukou en chinois. Et c'est aussi ipku tsulgu en coréen. Donc voilà, pareil, les mêmes mots qui s'écrivent avec exactement les mêmes caractères. Alors que la prononciation est très différente pour le coup, mais c'est vrai que pour l'écriture, toi qui as appris justement surtout ces deux langues qui utilisent de manière essentielle les caractères, est-ce que ça t'a aidé? Enfin, tu les as apprises dans quel ordre déjà? Alors j'ai commencé par le japonais. Ça fait très longtemps que je parle japonais, que j'ai appris le japonais. J'ai commencé quand j'étais au lycée, donc en 2003, 2004, quelque chose par là. Et j'ai passé un an au Japon, donc voilà, le japonais ça va, je maîtrise plus ou moins, je le parle plus ou moins couramment. Le chinois, j'ai un niveau à peu près, on va dire B1, j'arrive à m'exprimer un petit peu, mais le mandarin. Et merci, c'est gentil. Je me rends moins compte pour le chinois parce que je ne connais pas. Mais, d'accord, donc japonais puis chinois. Et est-ce que ça t'a aidé justement de connaître les kanji? Je pense que la réponse est évidente. Oui, tout à fait. Les hansu, comme on dit. Oui, ça aide énormément, même quand la signification est différente, parce que ça permet de bien séparer les mots. C'est un peu comme en anglais, en français, parfois il y a beaucoup de faux amis, mais le fait de savoir que ce sont des faux amis, en fait au final ça aide à bien les mémoriser. Ouais, mais tu avais cité, je crois, un faux ami entre le japonais et le chinois. Voilà. On m'avait déjà demandé s'il y avait des exemples et j'arrivais pas à en trouver, mais je me souviens qu'il y en avait. C'était lesquels? Alors dans ma présentation, donc j'ai parlé du mot tegami en japonais, qui veut dire donc une lettre un papier à main. Voilà. C'est main et papier au niveau des caractères chinois, donc tegami en japonais. Et en chinois, c'est shouju, donc pareil, même caractère, donc la main et le papier, mais ça veut dire papier toilette. Donc voilà, il faut faire attention. Ce qui est logique, dans les deux cas, c'est du papier avec la main. Tout à fait. C'est vrai que c'est intéressant de voir à la fois à quel point ça aide et à quel point, comme toutes les petites aides, faut quand même se méfier parce qu'il y a des petites choses qu'on peut faire, j'imagine, dans une correspondance quand on parle d'une lettre à un ami, quand on parle de papier toilette. Voilà, il faut faire très attention, mais c'est comme en français et en anglais. Quand on utilise un mot français sans faire attention au contexte, ça peut donner quelque chose de très, très bizarre en anglais. Ce qui n'est pas si terrible, parce que je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur d'apprendre des langues proches en disant je vais les mélanger. Non, alors mais forcément, justement, il y a des choses qu'on mélange, mais c'est tellement peu par rapport aux bénéfices de faire des connexions entre les deux. Tout à fait. Voilà. Oui, une petite parenthèse qui est très intéressante d'ailleurs. Donc c'est sûr que c'est très important d'apprendre des langues qui sont très, très diverses, donc de familles complètement différentes. Par exemple l'allemand et le japonais. Mais c'est aussi intéressant d'apprendre des langues qui sont proches entre elles, parce que les faux amis. Alors en fait c'est pas si facile que ça, parce qu'il y a beaucoup de faux amis, ça peut être traître. Et il faut quand même les apprendre par cœur, les faux amis. Voilà, exactement, il faut les apprendre, et ça aide justement à faire des connexions. Et je pense que ces deux choses-là en fait ont des bons côtés au final. Donc apprendre des langues à la fois très différentes et des langues très proches. Si vous pouvez, bien sûr, ou si vous en avez l'envie. Et alors le vietnamien, je sais pas si tu le parles. Non, le vietnamien, c'est juste à titre de comparaison. Et le coréen, tu l'as fait par la suite, c'est ça? Et est-ce que ça a aidé justement pour les caractères? Oui, le coréen en fait, j'ai commencé à l'apprendre avant le mandarin, avant le chinois. D'accord. Et même sans avoir commencé à apprendre le chinois, j'ai tout de suite compris que les kanji en japonais et les hanja en coréen avaient aidé vraiment à apprendre le vocabulaire du coréen. Même si c'est vrai que les gens qui apprennent le coréen sans forcément connaître le chinois ou le japonais avant font pas forcément cette connexion et apprennent pas forcément les caractères chinois qui se cachent derrière les mots sino-coréens, c'est-à-dire les mots coréens qui proviennent du chinois à l'origine. Non, je vais te poser une question un peu perchée, mais c'est juste que ça me vient. Est-ce que le fait d'avoir, même s'ils sont très différents, appris les caractères
chinois en japonais, Oui. et par exemple même les hiragana, les katakana en japonais. Est-ce que ça t'a aidé à apprendre le hangul, l'alphabet coréen? Ou est-ce que tu vois ça comme deux choses totalement différentes? Alors, pas directement, parce que en fait le hangul c'est un alphabet, c'est-à-dire que chaque son va correspondre à soit une consonne, soit une voyelle, un peu comme en français. Sauf qu'en fait les lettres sont mises dans un bloc, dans un bloc carré, qui ressemble un petit peu au niveau de la forme à un caractère chinois, de temps en temps. Alors sur quoi ça m'a aidé, c'est sur l'ordre des traits. C'est-à-dire que l'ordre des traits pour écrire le coréen, les hangul, c'est le même que l'ordre des traits en chinois. Donc comme des passerelles. Ouais. Voilà, exactement. L'écriture se fait peut-être de manière un petit peu plus intuitive quand on connaît déjà le japonais et le chinois. Voilà. Ok, et d'ailleurs dans ton livre, je vois que tu parles de caractères traditionnels, et ça surtout, oui. On s'en rend moins compte en japonais, mais il y en a quand même, oui. Et surtout quelque chose qui obsède certains apprenants du chinois, d'être les caractères, les fameux traditionnels et simplifiés. Oui, c'est vrai. Et souvent les gens demandent lesquels il faut apprendre, c'est une question beaucoup plus complexe quand même. Et toi, quel est pas forcément ton avis, mais ton ressenti, ton expérience, tu as appris les deux finalement Alors en fait, je me suis surtout concentré sur les traditionnels. D'accord. Et c'est une très bonne question. C'est personnel parce que tu es allé à Taïwan par exemple Oui, alors en fait c'est surtout beaucoup le japonais qui m'a influencé, parce que les caractères chinois traditionnels ont une forme plus proche des caractères, des kanji, qui ont aussi été simplifiés au Japon de manière différente, mais moins simplifiés au final que les caractères chinois de la Chine continentale. Quand je vois des caractères, je te coupe juste, quand je vois des caractères japonais et qu'après je vois ceux de Taïwan, parfois je les trouve super compliqués, et malgré tout je les trouve beaucoup plus proches, alors que ceux de la Chine continentale, quand je vois une notice écrite dans les deux langues, il y en a plein que je retrouve pas. Parfois je vois que certains trucs, ça vient de quelque chose que je connais, donc je fais la déduction, mais j'ai plus de mal à reconnaître les caractères simplifiés chinois que les caractères traditionnels. En m'aidant du japonais. Voilà, et c'est un peu ce qui m'est arrivé à moi aussi. Et en fait, le fait d'avoir commencé à apprendre les caractères traditionnels, donc du chinois de Taïwan par exemple, ça m'a permis aussi de mieux comprendre certains kanji qui étaient simplifiés. Par exemple, un exemple concret, il y a le kanji pour uru, donc qui veut dire vendre, qui en fait, donc en japonais, il ne ressemble pas à grand chose, mais en fait, quand on regarde le caractère traditionnel chinois, on remarque que qu'il y a le caractère pour kao, donc acheter, qui est inclus dedans. Et donc en fait c'est le caractère pour kao avec au-dessus un symbole qui en fait signifie, qui était le même symbole à l'origine que pour sortir, la sortir, parce que ça représente le côté sortie d'une transaction en fait. Voilà, donc achat-vente. Voilà, donc l'achat c'est l'entrée, la vente c'est la sortie. Ok, c'est voilà. Et donc ça aide à mieux comprendre aussi les kanji, même pour le japonais. Je dirais que c'est une bonne aide. Ouais, mais justement, il y a le côté très étymologique, parce que il y a beaucoup de gens qui ont envie de se raccrocher à l'étymologie, mais après on leur dit alors faites attention à l'étymologie parce qu'elle peut être trompeuse. Et bon, c'est vrai qu'il y a certains caractères, comme le caractère qui pour dire arbre, qui ressemble un petit peu à un arbre. Oui, tout à fait. Mais après ça peut être trompeur, surtout avec des notions plus abstraites qui ne ressemblent pas forcément à des dessins. Est-ce que toi, l'étymologie, tu as pu l'adopter dans ton apprentissage? Est-ce que ça t'a servi ou au contraire desservi? Oui, alors c'est une très bonne question en fait. L'étymologie des caractères chinoises est très importante, je dirais même fondamentale quand on apprend en caractère. Et surtout, même peut-être plus que l'étymologie, c'est quelle fonction a chaque composant d'un caractère en fait. Chaque composant d'un caractère a une fonction qui est propre à l'intérieur du caractère. Par exemple, il y a beaucoup de caractères qui sont ce qu'on appelle des composantes phonosémantiques, c'est-à-dire il y a une partie du caractère qui va référer à la signification du caractère et l'autre partie qui va exactement, et l'autre côté qui va donner une explication ou une indication en tout cas sur la prononciation. Donc, le côté phonétique. Je fais attention pour le jargon parce que c'est important de l'apprendre, parce que finalement après on a quelques mots qui permettent de saisir des choses, mais je fais attention à le donner comme ça. Donc si vous ne savez pas ce qui était phonosémantique, voilà. Et donc ensuite il y a certains caractères qui sont des combinaisons entre plusieurs caractères. Donc là vous avez vraiment chaque caractère qui donne, qui aide à la signification au final. Et il y a beaucoup de caractères aussi qui sont des pictogrammes. Donc alors là, pour vraiment comprendre à quoi ça correspond, parfois il faut regarder la forme très ancienne du caractère, c'est-à-dire la forme que le caractère avait dans ce qu'on appelle
Alors, je connais pas le nom en français, c'est Oracle Bone Script en anglais. Alors, je sais pas ce qu'on appelle l'écriture Osekai, non? Osekai, parce que il y a une écriture très ancienne chinoise qui est écrite sur des carapaces ou des carapaces de tortue. Voilà, c'est ça. Ça. Et ça doit être ça. Voilà. Osekai, parce que Osekai, quoi. D'accord, ok. Je crois que c'est celle-là. Ok. D'accord. Et est-ce que tu pourrais donner des conseils justement aux gens qui nous écoutent pour apprendre soit les caractères en chinois, soit en japonais? Oui. Parce que c'est vrai que quand on se lance dans ces langues, forcément c'est un mur. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà peur de l'alphabet cyrillique, alors que c'est quand même pas très. Enfin, ça peut effrayer. Hein, je sais pas bien le lire d'ailleurs. J'ai pas de jugement à faire à ce niveau-là, mais c'est vrai que ce soit l'alphabet arabe, hébreu, etc., cyrillique, c'est déjà. Pour pas mal de gens un repoussoir, mais en plus là c'est un mur, il y a tellement de caractères à apprendre. Alors, comment faire, quoi? En fait, c'est déjà important d'apprendre. Bon, les caractères de base en général, on peut les apprendre sans aller chercher trop loin au niveau de l'étymologie, parce que ils ont une forme assez simple. Ils reviennent souvent aussi. Voilà, ils reviennent souvent en plus. Donc je pense par exemple à l'arbre, le feu, le soleil. Mais il y a un très bon outil en fait qui s'appelle Outlier Dictionary. C'est disponible, en fait c'est une extension de Pleco, le dictionnaire qui est disponible donc pour iOS et Android. Et donc peut-être que tu pourras mettre aussi le lien dans la description de ta vidéo. Les kanji, ça me demandait du travail. Et en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont fait du très bon boulot, parce que ils ont, donc pour chaque caractère, ou en tout cas pour beaucoup de caractères, ils ont regardé donc dans les textes de paléographie. Donc la paléographie, c'est vraiment la science de savoir d'où viennent les caractères, etc., au niveau historique. Donc ils ont vraiment regardé quelle était la forme des caractères, à quoi correspond chaque composante dans un certain caractère, etc. Et en général, il y a toujours une référence scientifique pour confirmer toute leur recherche. Donc voilà, je vous recommande d'utiliser cet outil-là. Il coûte un petit peu cher, je crois que la version experte, donc, qui donne vraiment toutes les informations, coûte $60. Bon, c'est à payer une seule fois. C'est vrai que si avec on apprend le chinois et le japonais, voilà, c'est un peu le prix en fait d'un bon livre pour apprendre, quoi, au final, et ça aide beaucoup. D'accord, ok, je connais donc, pas du tout. ce serait mon conseil, voilà, mon conseil personnel pour apprendre les caractères. Parce que moi j'ai beaucoup procédé avec la méthode Heisig, peut-être que tu connais, qui est plutôt en fait se baser non pas sur apprendre les listes et les recopier, parce que ça c'est ce que font les enfants qui baignent dans cet univers. Ils voient toujours des kanji ou des hanse, je sais pas si je prononce très bien d'ailleurs. Et d'accord, ça va, je sais pas très bien faire les tons. Mais qui marche pas du tout pour nous autres occidentaux. Et prendre vraiment les petits morceaux, construire comme des Lego. Et c'est apprivoisé, puis alors, t'en penses quoi de méthode? Alors en fait, c'est pas mal. Bon, alors oui, la méthode de réécrire chaque caractère 100 000 fois, bon, c'est pas très efficace au final. Heisig, c'est pas mal, mais ce que je reproche à cette méthode-là, c'est que en général, les explications mnémoniques qui sont données sont pas forcément basées sur l'étymologie du caractère. Donc ça va peut-être un peu induire les gens en erreur à cause de certaines explications qui sont pas toujours très bonnes, pas toujours très fiables au niveau étymologique. Donc je recommande plutôt s'en détacher, je suis d'accord. Ouais, voilà. Je recommande plutôt vraiment un outil comme justement le Outlier Dictionary qui permet vraiment d'apprendre le caractère avec toutes les composantes qu'il contient, etc. Et il marche pour toutes les langues, hein. C'est vraiment en fait c'est toutes les langues avec des caractères chinois. Voilà, en fait, bon, les caractères chinois sont principalement utilisés en japonais et en chinois. Moi, j'utilise la version chinoise parce que c'est celle qu'ils ont sortie en premier. Donc c'est l'extension pour ce fameux dictionnaire Pleco. Mais je crois qu'ils sont en train de faire là une version japonaise, spécialisée pour le japonais. Donc pour les kanji vraiment. Et je pense qu'on pourra mettre le lien du site web, pour que les gens puissent l'utiliser. D'accord, en tout cas c'est très intéressant parce que c'est vrai que moi c'est une difficulté que je rencontre au quotidien d'apprendre les caractères japonais. Toi tu l'as fait pour plusieurs langues. Oui. Et est-ce que tu pourrais nous parler rapidement de l'outil que tu as créé? Je l'ai vu en conférence ce matin, mais en parler parce que je trouve ça assez intéressant, ton approche transversale de toutes les langues avec des caractères chinois. Alors donc l'outil que j'ai créé, donc ça s'appelle CJKV Dict.
ou CGKV Dict en français. Donc à la base c'est un site web, mais il y a aussi une version pour iOS et Android. Et donc c'est un outil qui permet de chercher un mot dans n'importe quelle langue, donc que ce soit en chinois, japonais, coréen ou vietnamien, soit en utilisant des caractères simplifiés ou traditionnels, c'est-à-dire même la version simplifiée des caractères en japonais fonctionne, et soit de manière phonétique, donc en hangul ou en kana ou en alphabet vietnamien ou bien en pinyin par exemple. Et donc ça permet de voir tous les caractères qui s'écrivent comme ça. C'est-à-dire si j'écris un caractère par exemple en pinyin, enfin un mot chinois plutôt en pinyin, ce mot va être automatiquement converti en caractère chinois et ça va permettre de voir si le même mot existe en japonais, coréen, vietnamien, etc. Ce qui est très intéressant quand on apprend plusieurs langues, plusieurs de ces langues, j'imagine. Ouais. Et d'ailleurs, en fait, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer un outil ? Est-ce que tu l'as fait avant tout pour toi ou parce que tu avais une envie brûlante de le transmettre ou c'est ce qui t'avait manqué c'est une bonne question. C'est un peu ça en fait. C'est quand j'ai commencé à apprendre donc, le coréen et le chinois, j'avais commencé donc avec le japonais pendant plusieurs années. Ensuite, j'ai commencé à apprendre le coréen et le chinois. Et j'étais assez frustré de voir qu'il y avait plein de mots en commun en fait avec le japonais et de ne pas pouvoir vraiment les identifier, les chercher à cause justement de ces simplifications qui ont été faites en japonais et du fait que y a beaucoup de dictionnaires aussi en coréen qui ne contenaient pas les hanja. Donc je me suis dit ce que j'étais obligé de faire, déjà c'était par exemple quand je cherchais un mot en coréen, donc j'étais obligé de chercher le mot sur les dictionnaires coréens, de copier les caractères chinois du dictionnaire coréen, ensuite d'ouvrir l'application ou le dictionnaire pour le japonais et de les coller. Et déjà ça prend beaucoup de temps et en plus ça marche pas toujours parce que des fois sur les dictionnaires japonais ou sur les dictionnaires chinois, soit il y a une version simplifiée des caractères donc il va rien trouver, soit c'est pas exactement le même caractère donc il peut y avoir des variantes aussi de temps en temps et donc ça va pas donner le bon résultat. Donc je me suis dit c'est un peu frustrant, je vais essayer de faire un outil qui permet de chercher en fait un mot dans plusieurs langues, un mot qui s'écrit avec plus ou moins les mêmes caractères dans plusieurs langues et ça permet de voir donc si ces caractères ont la même signification dans toutes les langues et sinon pourquoi ou alors est-ce qu'ils ont une signification un peu pourquoi ce sont des faux amis, etc. Ok, super. Je pense qu'on a fait le tour et est-ce qu'à la fin tu aurais une dernière chose à transmettre aux gens qui nous regardent sur les caractères Oui. Alors pour ceux qui apprennent le chinois, je vous conseille fortement d'apprendre les caractères traditionnels. D'accord. Parce que ça vous donnera une meilleure perspective de l'histoire des caractères d'un certain côté et ça vous aidera à vraiment comprendre pourquoi ils sont formés comme ça et pas autrement. En particulier si vous décidez plus tard d'apprendre pas que le mandarin mais aussi le cantonais ou le minnan ou alors d'autres langues de Chine ou bien sûr le japonais, le coréen, le vietnamien parce que ça vous aidera vraiment parce qu'en fait les caractères traditionnels ce sont vraiment la base de tout ce qui est vocabulaire en Asie. Donc en Asie de l'Est. Ok, c'est noté et si un jour j'apprends le chinois, je retiendrai ça. Très bien, en tout cas je te remercie beaucoup Emmanuel pour toutes ces explications, sachant qu'on allait d'ailleurs pas mal en profondeur, c'est toujours plaisir d'avoir des vidéos à la fois différentes et très, très précises sur certains sujets. Est-ce que tu pourrais nous dire rapidement où on te retrouve Alors, il y aura tous les liens, mais en tout cas je te laisse la parole. Merci, alors vous pouvez me retrouver donc, sur mon site web cjkv-dict.com. Je suis aussi, donc j'ai une page Facebook, c'est pareil, facebook.com/cjkv.dict, donc cjkv.dict, et sur Twitter, donc pareil, twitter.com/cjkv_, donc c'est le trait du bas, dict. Ok, et voilà. Aussi le livre sur les caractères traditionnels. Ok, en tout cas c'est super, je te remercie. Allez bien voir tous les liens qui sont dans la description, vous aurez tous les sites, l'application. Donc si vous apprenez le chinois, le japonais ou même le coréen,
ou le vietnamien, je pense que ça va beaucoup vous servir. Donc voilà, je te remercie encore une fois Emmanuel. Merci, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos de ce genre. Et vous pouvez télécharger, comme d'habitude, ma mini-formation gratuite 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire en cliquant sur le lien dans la description. Et je pense que ça vous aidera également pour toutes les langues dont on a parlé, que ce soit chinois, japonais, coréen, vietnamien ou toutes les autres. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!